J'ai toujours aimé la montagne et le grand air. Il y a quelques années, avec ma famille et mes amis, nous avons construit un petit chalet au cœur du Cap-Cyr, à Fontrabiouse. Depuis ce temps, à chaque vacances, ce petit coin de paradis s'anime des cris, des rires des enfants, de la présence de ma famille qui vient profiter des bienfaits de la montagne. C'est là que durant l'été 1992, alors que je me promenais avec mon neveu Philippe autour du lac de Balser, j'ai trébuché sur un tronc d'arbre mouillé et me suis tordu la cheville. On m'a tout de suite emmené au centre médical des Angles, mais les radios n'ont décelé aucune fracture. J'ai donc passé l'été avec de la pommade et des bandages aux pieds. Deux mois après cet incident, je continuais toujours à boiter. Ne voyant aucune amélioration, je me décidai alors à aller voir mon médecin traitant. Par rapport à d'autres malades, j'ai eu beaucoup de chance, car mon médecin m'a envoyé voir plusieurs spécialistes, dont un neurologue qui m'a fait un électromyogramme. Pour vérifier son diagnostic, il m'a ensuite envoyé à Montpellier dans le service du docteur Camus. J'ai donc été hospitalisé 2 semaines à Montpellier. Là, j'ai subi toutes sortes d'examens qui ont confirmé la SLA. Mon plus mauvais souvenir reste l'électromyogramme. C'est le docteur Camus qui m'a annoncé le premier que j'avais une SLA. Je me rappelle qu'il ne m'a pas donné beaucoup d'explications. Puis, il m'a proposé très rapidement le protocole du Riluzole. Au fond de moi-même, je n'étais pas satisfait des explications du docteur Camus. Les jours suivants, je suis allé voir d'autres spécialistes de la SLA à Marseille, Toulouse et Perpignan. Mais tous ont donné le même diagnostic. Voyant que la médecine traditionnelle n'avait pas de remède efficace contre la SLA, je me suis tourné vers les médecines parallèles. Pendant 1 an, j'ai consulté des voyants, des magnétiseurs, des acupuncteurs, j'ai suivi des régimes, mais rien n'a abouti à un bon résultat. L'étape la plus difficile est d'accepter la maladie, de faire abstraction des choses que l'on aime et que l'on ne peut plus accomplir. Bien souvent, des larmes coulent sur le visage quand on se trouve devant l'impuissance du geste. Il faut avoir la force d'accepter d'être de plus en plus dépendant de quelqu'un. Ce n'est pas facile de supporter tous les jours le caractère de l'autre. Notre vie professionnelle est morte. Mais la vie, avec ses joies et ses peines, est bien présente et elle a besoin de nous. Une autre vie s'ouvre à nos yeux. Notre famille, nos enfants, nos amis attendent de nous qu'on leur apporte la lumière qui jaillit de nos pensées pour les aider à affronter le stress permanent des responsabilités. La solution que j'ai prise est de vivre en paix avec mon âme. De vivre avec l'esprit libéré du passé, le regard tourné vers l'avenir. Notre intellect reste intact. Il doit nous servir à élaborer nos projets, à construire notre environnement, à accomplir nos passions. Au fur et à mesure que mon handicap avançait, j'ai transformé ma maison pour faciliter mes déplacements. Pour pallier à mes premières pertes d'équilibre, j'ai installé des rampes tout autour de la maison. Le passage au fauteuil électrique m'a conduit à adapter des pentes d'accès à la terrasse, au séjour et au bureau. Pour travailler à l'ordinateur, il a fallu que j'apporte des transformations au fur et à mesure de l'évolution de la maladie. J'ai tout de suite installé des accoudoirs amovibles, ce qui me permet de bouger les bras sans effort. Puis est venu le moment où je ne pouvais plus utiliser le clavier. Heureusement, je connaissais un ami informaticien qui m'a bricolé un système D très utile. Récemment, nous avons installé un logiciel de la société Suppléance qui reprend l'idée du contacteur au genou pour remplacer la souris et qui offre surtout des fonctions très bien adaptées à notre handicap. J'ai beaucoup de chance d'avoir 2 filles qui s'occupent très bien de moi. La grande a 19 ans. Elle me donne souvent à manger, elle me garde comme une mère. Elle a d'elle-même su adapter ses gestes à mes déplacements et à mes changements de fauteuil.
La cadette, 10 ans. Elle est vive et dégourdie. C'est la seule qui arrive à lire sur mes lèvres. Elle m'accompagne partout. La maladie, elle la présente toujours positivement à ses amis et à ses professeurs. Elle m'aide aussi pour améliorer le confort de mon fauteuil, ou lorsqu'on est devant la télé. Pour garder mon autonomie devant la télé, j'ai fait appel à M. Chéreau, qui a mis au point un appareil de commande à distance très ingénieux. Quand la parole fait défaut, on se rend compte combien il est difficile de se faire comprendre. Mon frère, exaspéré de ne pouvoir échanger une conversation avec moi, m'a installé un synthétiseur vocal. Je me sers de mon fauteuil électrique dans la plupart de mes déplacements. Grâce à lui, je garde une certaine autonomie. Je vais où je veux et je me mets dans la position que je veux. Ma voiture a été également adaptée suivant l'évolution de la maladie. Au début, mon fauteuil électrique était pliable et se rangeait dans le coffre. Puis, me manipuler devenait de plus en plus difficile et il nous a fallu équiper notre Chrysler d'une grue à l'avant. Je pouvais dès lors passer du fauteuil au siège de la voiture sans effort. Un monte-charge à l'arrière permettait d'embarquer le fauteuil sans avoir à le démonter. Cette solution a duré 2 ans. J'ai ensuite cherché un véhicule qui pourrait me transporter sans avoir à quitter mon fauteuil. Nous avons fait un premier essai avec un fourgon dont le monte-charge était astucieux, mais pas très facile à utiliser. Finalement, l'entreprise Charbonnier m'a obtenu un Express qui correspond vraiment à ce que je cherchais. Il est souple, maniable, facile à conduire. J'y voyage aujourd'hui très confortablement. Chaque jour, je me lève à 7 heures. Claude, mon épouse, fait ma toilette, m'aide à prendre mon petit déjeuner, puis s'en va à son travail vers 8 heures. Elle occupe aujourd'hui un travail à mi-temps. Ma mère prend le relais jusqu'à 13 heures. À 8h30, j'ai mon rendez-vous quotidien avec le kiné. C'est une séance d'une bonne demi-heure où il alterne massage et mobilisation passive de toutes les articulations. Vers 9 heures, ma mère m'installe devant mon ordinateur. 3 fois par semaine, vers 10h30, mon orthophoniste me fait travailler la déglutition, la voix, la respiration, le souffle. 1 fois par semaine, c'est ma psychomotricienne qui vient dialoguer avec moi et mon épouse. Elle réalise aussi des massages très efficaces pour me détendre. Vers 11h30, je déjeune, puis je me repose devant la télé jusqu'à 15h. La prise des repas est un moment très délicat. Ils se font dans le calme en se concentrant sur la déglutition. Récemment, Christopher m'a bricolé un nouveau système D génial pour que ma tête soit maintenue dans une bonne position pendant que je mange. Je goûte aux environs de 15h, puis je rejoins Nathalie, ma secrétaire employée par l'ARS. On travaille avec le synthétiseur vocal et l'ordinateur. On est très complices. Souvent, un simple regard suffit pour qu'elle me comprenne. Vers 19h, je dîne, puis je termine la soirée devant la télé. La nuit n'est pas non plus de tout repos pour mon épouse. Elle se lève toutes les 2 heures pour me changer de position et éviter ainsi l'apparition de crampes dans mes bras et mes jambes. Je salue tous les jours sa volonté et son courage. Plus la maladie avance, plus j'ai besoin de présence. Aujourd'hui, je ne sais pas combien de temps mon épouse et ma mère auront la force nécessaire pour s'occuper de moi. Certes, il y a la tierce personne, mais cela ne représente que quelques heures par mois. Quant au maintien à domicile, il n'est pas reconnu pour cette maladie. Je souhaite bien évidemment que l'ARS arrive enfin à faire voter une loi accordant ce service aux malades de la SLA. Suite à des bronchites répétées, j'ai dû entrer en clinique pour des examens respiratoires.
Le soir, à la clinique, mon épouse, Claude, me coucha et je suis tombé dans le coma. Je me suis réveillé en réanimation. Le docteur Arpaillange, lors de sa visite quotidienne, m'a proposé la trachéotomie pour une meilleure capacité respiratoire et supprimer toutes les contraintes du masque. Bien avant mon hospitalisation, on avait abordé avec Claude ce problème de trachéo. Malgré la lourdeur que représente la prise en charge, elle me laisse le choix. Elle dit qu'elle s'adaptera. Pour ma part, l'envie de vivre, l'envie de voir mes enfants grandir, m'ont poussé à accepter la trachéo, seule solution pour continuer à vivre. Vitalair m'a proposé un support pour mettre le respirateur sur le fauteuil roulant électrique, me permettant de me déplacer, de me balader dans le jardin, de profiter des sorties en voiture pour aller voir mes amis. Pour humidifier l'air envoyé dans mes poumons par le respirateur, j'ai un filtre appelé hydrobac. Cela évite des tubes supplémentaires et de renverser le récipient d'eau lors de mes déplacements. Ce filtre, il faut le changer chaque jour. Il faut apprendre à tous ceux qui s'occupent du malade à aspirer, car quand les glaires sont dans la canule, on risque un bouchon et on peut s'étouffer à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit. Mon épouse a appris à aspirer auprès des infirmières de la clinique. Elle a très vite appris. Il y a certaines précautions à prendre. Ensuite, Claude a enseigné à aspirer à mes filles et à ma mère. Chaque jour, l'infirmière vient chez moi. Elle désinfecte le tour de la canule qui est en contact avec la peau. Elle me change la gaze métalline pour que ce soit plus propre. Elle dégonfle le ballonnet pour décrocher les glaires qui sont dessus. Elle remplace la canule interne par une autre propre. Elle regonfle le ballonnet. Le chirurgien vient à la maison me changer l'ensemble de la canule environ tous les 2 mois. Concernant le nursing de l'infirmière, qui consiste à dégonfler quotidiennement le ballonnet, je vous précise que c'est une précaution très importante pour laisser respirer pendant quelques minutes la muqueuse trachéale au contact du ballonnet, plus que pour laisser descendre les glaires qui constituent la colonne salivaire au-dessus de la canule. Aujourd'hui, en dépit des jours difficiles, je suis content d'avoir choisi la trachéotomie. Malgré la dureté de la vie que je mène, je ne baisse pas les bras. Je lutte et lutterai, ne serait-ce que pour montrer que je tiens à rester auprès de ceux que j'aime. J'ai longtemps refusé la gastrostomie. Je ne voulais pas m'enlever le plaisir de manger par la bouche, le plaisir de savourer le goût de la nourriture, le plaisir de choisir moi-même les menus. Manger, boire, me demandait de jour en jour beaucoup d'efforts, surtout pour déglutir. Je me déshydratais, n'en finissais pas de maigrir. Mon épouse, mes 2 filles ne savaient que me conseiller, en me disant que c'était à moi de prendre une telle décision, que pour elles, vu les difficultés que j'avais pour manger, il était préférable que je fasse la gastrostomie. Je lisais dans leurs yeux toute l'angoisse qui les habitait. J'ai compris que si je voulais continuer à vivre dans de bonnes conditions, il fallait que j'accepte de me nourrir par une sonde gastrique placée dans mon estomac. On n'a pas pu me faire une gastrostomie endoscopique, car le fibroscope ne passait pas dans ma gorge. On a dû me faire une opération chirurgicale. Claude, mon épouse, sait faire tout ce que me fait l'infirmière chaque matin. Cela a facilité le travail des infirmières de la clinique, car elles ne savaient pas trop comment m'entreprendre. Pour éviter les diarrhées et les ballonnements, j'ai commencé par manger 350 ml de nourriture énergétique le premier jour, et en augmentant pendant 5 jours jusqu'à 1500 ml par jour. Au début, je prenais les 1500 ml en 3 fois dans la journée. Maintenant, je prends 1000 ml de fibres dans la nuit et 500 ml d'énergie à midi. Je bois par la sonde 1,5 litre d'eau tous les jours, ce qui fait que je prends 1500 calories. Claude a appris très vite à me brancher. Dès le 2e jour, c'est elle qui le faisait. Pour régler le temps de la prise des repas, je me sers d'une Nutripompe que je règle à midi, 500 ml de nourriture énergétique en 2 heures, la nuit 1000 ml de fibres en 8 heures. L'eau, je la prends en 4 heures. Pendant que la nourriture ou l'eau entre dans mon estomac, je regarde la télé ou je travaille sur mon ordinateur. Je ne ressens absolument rien quand le produit passe par la sonde. Pour prendre les médicaments, Claude les écrase et avec une seringue, après les avoir mélangés avec un peu d'eau, les introduit dans la sonde.
L'infirmière, chaque matin, me nettoie la peau qui est autour de la sonde avec du daquin et me refait le pansement. Dans cette nouvelle épreuve que j'ai traversée, mon épouse, ma mère et mes 2 filles ont été à tout moment à mes côtés pour me soutenir, pour m'encourager. Dans ces moments difficiles, elles ont calmé psychiquement mes douleurs tout en gardant leur sang-froid afin d'être, quoi qu'il arrive, efficaces. Je remercie le docteur Arpaillange d'avoir insisté pour que je fasse la gastrostomie. Aujourd'hui, je ne le regrette pas. J'ai grossi, j'ai repris des couleurs, je ne fais plus de fausses routes. Au repas de famille, je m'offre le luxe de manger par la bouche du foie gras ou ce qui me fait plaisir. Mon entourage est heureux de me voir aussi resplendissant. La première association vers laquelle je me suis dirigé, c'est l'APF. J'ai eu beaucoup de chance de rencontrer une assistante sociale très compétente. Grâce à elle, je n'ai eu aucun problème pour obtenir les différentes aides et indemnités dans les délais. En septembre 1995, monde du docteur Camus, je me suis décidé à créer une antenne ARS en Languedoc-Roussillon. Avec Nathalie, ma secrétaire, et Rose-Marie, ma belle-sœur, qui s'occupe de la permanence téléphonique, nous essayons d'écouter, de renseigner et d'orienter les malades et leurs familles. Nous possédons également un parc de matériel adapté que nous mettons à leur disposition. Pour informer sur la maladie, nous organisons des conférences et participons aux divers forums associatifs. Parallèlement à l'ARS, le groupe d'amis qui m'entoure a créé l'association Les Foulards Verts. Outre leur engagement quotidien à mes côtés, ils organisent 2 fois par an une journée de fête dont les fonds récoltés servent directement à aider les malades du département et la recherche. Dans les Foulards Verts, je puise beaucoup d'amour, de chaleur, de fraternité. Ils me donnent la volonté de me battre et je n'ai pas le droit de les décevoir. Ils m'offrent leur énorme cœur. Je dois ma volonté de me battre à la patience de mon épouse, de ma mère, de mes enfants, à l'amour de ma famille et à la fraternité de mes amis. Aux malades qui m'ont écouté, je leur dis de ne jamais baisser les bras. Le handicap est lourd à porter, mais notre famille, nos amis ont besoin de nous. Vous n'êtes pas seuls. L'ARS et les Foulards Verts sont là pour vous écouter, pour vous épauler. Merci à tous ceux qui œuvrent pour que cette maladie soit mieux connue et reconnue.